Je vous propose, chers amis, que nous engagions notre réflexion sur ce monde fracturé, notamment par la tension entre les États-Unis et la Chine. Je voudrais tout d'abord remercier Renaud Girard, grand reporter au Figaro, et Vladimir Yakounine, président de Dialogue Civilisation, de leur présence. Ils sont tous les deux en ligne. Je voudrais leur dire combien nous apprécions qu'ils aient donné leur accord pour participer à cette réflexion. C'est très important d'avoir pour nous cette vision un peu globale que peut présenter Renaud Girard, ainsi que cette vision russe que peut nous proposer Vladimir Yakounine dans cette tension entre la Chine et les États-Unis, puisqu'au fond, il y a une expérience russe de la guerre froide et qu'on est peut-être aujourd'hui dans une nouvelle distribution de la guerre froide. Mais je voudrais tout de suite vous présenter les excuses du Premier ministre guinéen, M. Fofana, qui était arrivé en France, qui, avec toute son équipe, qui était à Bordeaux hier, mais il a dû partir pour un problème familial majeur, triste par ailleurs, et qui l'a obligé de ne pas participer à notre débat de ce matin. Nous le regrettons puisque ce personnage, M. Fofana, a une grande expérience des relations internationales. Il a eu des responsabilités multilatérales majeures, mais aussi à la tête du gouvernement guinéen. Il était bien placé pour nous parler notamment de la question africaine, soumise elle aussi aux tensions des États-Unis et de la Chine. Et on sait que ces deux pays sont très très présents dans les investissements en Afrique. Donc, regret pour l'absence de M. Fofana, mais nous comprenons très bien les difficultés qu'il doit affronter. Nous sommes donc avec Renaud Girard et avec Vladimir Yakounine pour faire une sorte d'expertise un peu de cette situation du monde après cette nouvelle donne qui s'est développée ces temps derniers entre les États-Unis et la Chine. On voit bien que cette tension est très probablement durable, qu'elle pose un certain nombre de questions, d'une part à l'Europe. On voit que on appelle beaucoup l'Europe pour, dans ce nouveau rapport de force, pouvoir défendre nos propres intérêts. Il y a cette mobilisation importante de la question européenne. Thierry Breton nous en parlait hier. Et puis aussi, évidemment, on voit que se pose la question d'un certain nombre d'espaces géopolitiques, comme l'espace africain, qui sont soumis à cette rivalité, à cette majeure entre la Chine et les États-Unis. Alors on pourrait peut-être commencer, s'il en est d'accord, avec Renaud Girard pour qu'il nous dresse un peu son diagnostic de la situation internationale. D'abord, si ça lui paraît être quelque chose de très structurant des relations internationales, que cette tension entre la Chine et les États-Unis, est-ce que c'est le piège de Thucydide, le numéro 1 qui a peur du numéro 2, le numéro 2 qui voudrait bien prendre la place du numéro 1? Est-ce que nous sommes dans quelque chose qui va être durable, avec une vision de la situation qui pourrait éventuellement dériver avec une forme de gravité qui pourrait peut-être se placer sur le terrain militaire un jour ou l'autre. Donc, quel est le diagnostic et quel est l'impact sur les grands continents? Est-ce que nous avons à bâtir une nouvelle stratégie européenne? J'ai entendu Renaud Girard à l'université d'été du MEDEF sur l'expression de quelques scepticisme en ce qui concerne l'énergie européenne. J'aimerais bien qu'il développe un peu ces questions-là, et puis de voir sur les grands continents, notamment sur l'Afrique, s'il y a là des perspectives qui pourraient être plus réjouissantes que ce que nous lisons ici ou là pour le moment. Alors, sur le diagnostic, je laisse la parole à Renaud Girard en lui exprimant toute notre gratitude pour sa présence ce matin en ligne avec vous tous. C'est moi, Monsieur le Premier ministre, qui vous remercie de m'avoir invité à ce forum où je vais habituellement. Je regrette qu'il ne se joue pas physiquement. J'espère que ça va être le cas l'année prochaine. Et je suis content de retrouver aussi Vladimir Yakounine,
qui organise un forum extrêmement intéressant également de dialogue des civilisations qui se passe à Rhodes chaque année. Et donc, je le salue et je suis content de l'entendre nous parler aujourd'hui de la Russie, parce que c'est évidemment un grand spécialiste du monde russe et de la géopolitique en Eurasie. Alors, ce conflit sino-américain est-il là pour durer? La réponse est oui. Si les démocrates sont élus, ce n'est pas du tout sûr que Joe Biden va être élu. Vous avez vu que Trump était très combatif. Il vient d'accepter sa domination par le Parti républicain. Il est très combatif. Il va avoir une campagne électorale très simple sur le thème du retour à la loi et à l'ordre. Et c'est une campagne qui peut très bien fonctionner. Et donc, on n'est pas du tout sûr que les démocrates seront à la Maison-Blanche après le scrutin du 3 novembre prochain. Mais même s'ils sont à la Maison-Blanche, ça ne changera rien. Il y a un refus, effectivement, des États-Unis, de la société américaine, de passer le flambeau, je dirais, de première puissance mondiale à la Chine. J'avais, lors du début de l'administration Obama, ils avaient nommé, pressenti, le patron d'un think tank qui s'appelle, il est toujours vivant, Kurt Campbell, pour devenir sous-secrétaire d'État à l'Asie. Donc, c'est un poste évidemment très important de l'administration américaine. Et il n'était pas encore nommé par le Sénat, confirmé par le Sénat, et j'avais été l'interviewer et je lui ai dit qu'est-ce qui va se passer entre les États-Unis et la Chine. Et ce grand spécialiste de la Chine m'avait répondu la chose suivante. Vous, Français, vous étiez la première puissance du monde, vous aviez le flambeau de première puissance du monde, vous étiez d'ailleurs la puissance la plus influente, votre langue était la langue diplomatique, vous étiez la puissance de référence au monde, et ce flambeau, vous l'êtes fait arracher par les Anglais à Waterloo, et il avait tout à fait raison de dire ça, parce qu'effectivement, dans la tête des Anglais, dans la tête des Français, dans la tête de tout le monde, à partir de 1815, c'est l'Angleterre qui est devenue la première puissance mondiale, la puissance de référence. Et ça a duré jusqu'à, je dirais, le début du XXe siècle, la guerre de 14, ou peut-être qu'en tout cas, assez clairement, quand Churchill s'est retrouvé sur un bateau avec Roosevelt, avant que les États-Unis n'entrent en guerre, en 1940, c'est ce qu'on appelait, ensuite ça donnait la charte de l'Atlantique, et c'est là où Roosevelt a promis de livrer autant d'armes aux Anglais qui en avaient besoin. Là, assez clairement, Churchill a tendu le flambeau, le sceptre, si vous voulez, de première puissance mondiale aux États-Unis, et il a dit à son ami Roosevelt, maintenant, c'est à toi de conduire le monde. Et ça a été le fait, d'ailleurs, et les États-Unis ont créé l'Organisation des Nations Unies, qui est très importante, existe toujours. Et aujourd'hui, il est clair qu'au XXIe siècle, pour des raisons démographiques évidentes, la Chine va devenir, au XXIe siècle, la première puissance du monde. Et Kurt Campbell m'a dit, malheureusement, nous, les Américains, nous sommes des bagarreurs, et je ne pense pas que nous donnerons le flambeau de première puissance du monde, le sceptre de première puissance du monde, facilement aux Chinois avec un grand sourire, comme Churchill l'avait fait en donnant le sceptre à Roosevelt. Donc, effectivement, vous parlez du piège de Thucydide et vous avez raison. Alors, est-ce que ça va déboucher sur une guerre chaude, comme lorsque l'Angleterre n'a pas supporté, évidemment, l'ascension allemande et l'ascension de la flotte allemande à la fin du 19e siècle? Pas forcément, puisque les Chinois ne sont pas, par tradition, un peuple guerrier, c'est plutôt un peuple, je pense, de commerçants.
Ce ne sont pas des gens qui aiment faire la guerre, envahir d'autres pays. D'autres puissances, les Russes, les Allemands, même les Français ou les Américains certainement, ou les Anglais, sont davantage des puissances guerrières que la Chine ou les Japonais dans son histoire. Mais il y a évidemment une guerre commerciale et une guerre technologique. Nous allons, avec l'affaire de la 5G, vers une partition technologique du monde alors les Chinois ont déjà conquis des grandes zones, hein, comme il y a un jeu de stratégie qui s'appelle le risque, c'est pareil, mais ils ont déjà conquis l'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique, c'est les télécommunications chinoises qui vont équiper l'Afrique, c'est assez évident. Alors, en revanche, pour des raisons politiques, l'Inde ne va jamais accepter de s'équiper en 5G chinoise, ça c'est sûr, le Japon non plus. Sur les autres pays d'Asie, l'affaire n'est pas encore entendue. Sur la Russie, sans doute que la Chine va gagner le marché russe, mais enfin, Vladimir Yakounine nous dira ce qu'il en est. Et puis, vous avez une pression énorme, mais qui porte ses fruits, visiblement, des États-Unis pour que leurs alliés européens n'acceptent pas de travailler avec le géant technologique chinois Huawei. Donc là, nous avons une partition technologique du monde qui est très clairement sur une base politique initiée par les États-Unis d'Amérique, avec pas mal de bonheur en Europe, puisque les grands pays européens, je pense, vont suivre les directives américaines. Alors ensuite, vous parliez, Monsieur le Premier ministre, de guerre chaude. Je ne pense, pour le moment, la guerre chaude entre la Chine et les États-Unis, elle ne pourrait avoir lieu que sur, je dirais, un seul sujet, parce que même l'expansionnisme maritime chinois en mer de Chine méridionale, c'est-à-dire qu'en fait, les Chinois se sont arrogés une zone maritime grande comme la Méditerranée, qui va jusqu'à longer les côtes de la Malaisie, de Brunei, des Philippines, du Vietnam, etc. Mais là, les Chinois, en équipant militairement, en violant d'ailleurs toutes les promesses publiques qu'ils avaient faites, en équipant militairement, en bombardiers stratégiques et en missiles, les îlots Spratleys et Paracel, les Chinois ont déjà gagné, si vous voulez, cette bataille. La mer de Chine méridionale leur appartient. Les Américains, et même parfois les Français, continuent des patrouilles navales, mais en fait, je pense que la bataille est déjà perdue. Les Chinois ont la maîtrise de la mer de Chine méridionale. En revanche, il y a Taïwan. Alors là, Taïwan, nous avons Madame Tsai, qui est une évidemment résistante au communisme chinois, qui est une dame catholique, et qui a dit, lorsqu'elle a été réélue, très calmement, « Ah, si les Chinois veulent venir nous envahir, qu'ils viennent, on saura les accueillir. » C'est-à-dire, on se battra très fort. Et alors, aujourd'hui, je ne pense pas que le président chinois Xi veuille la folie d'essayer d'envahir Taïwan, qui est à peu près 170 km des côtes de la Chine continentale. Mais on ne sait jamais si en Chine, il y avait des difficultés sociales énormes pour réunir la nation. Il pourrait toujours y avoir, comme il y a eu dans l'histoire, une aventure nationaliste pour réunir la nation autour du Parti communiste chinois et autour de la personnalité de Xi Jinping, parce qu'on a affaire aujourd'hui à un pouvoir personnel, il faut bien le dire. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est selon moi peu probable, mais c'est la seule possibilité d'une guerre chaude entre la Chine et les États-Unis d'Amérique, parce que il est assez probable que les États-Unis d'Amérique s'engageraient dans la guerre navale aux côtés de Taïwan contre une invasion de la Chine continentale de Taïwan. Donc je pense que là, nous n'allons pas vers donc, une guerre chaude, mais on va vers une guerre commerciale, une guerre
technologique, une guerre de sanctions, où pour le moment, les Américains sont agressifs, il faut dire les choses comme elles sont, à l'égard de la Chine. La Chine n'améliore pas son dossier parce que, notamment dans son attitude avec Hong Kong, elle montre qu'elle n'a pas accompli, elle n'a pas respecté sa promesse lorsque les Anglais ont rendu compte de un pays, deux systèmes, c'est-à-dire un système démocratique à Hong Kong, alors que la nouvelle loi de sécurité imposée à Hong Kong, effectivement, met à terre la démocratie et la liberté d'expression et de conscience à Hong Kong. Donc, les Chinois ne facilitent pas leur dossier. Ils n'ont d'ailleurs assez peu d'alliés dans le monde. Ils ont des partenaires commerciaux, mais ils ont peu d'amis. À part le Pakistan, je ne connais pas un seul vrai ami de la Chine. Je leur connais des partenaires commerciaux, mais je ne leur connais pas beaucoup d'amis. Et même en Asie. Et ils ont montré aussi une agressivité assez poussée à l'égard de l'Inde il y a quelques mois. Et vous allez avoir une réaction, et vous avez eu déjà une réaction indienne très forte. Et donc, les Chinois ont perdu toute influence possible sur le sous-continent indien, enfin, Pakistan excepté, puisque le Pakistan est un allié stratégique pour la Chine. Alors, mais vous pouvez très bien avoir des revirements de situation, c'est-à-dire aux États-Unis, les entreprises, les hommes politiques, considérant que cette guerre froide avec la Chine est mauvaise pour les États-Unis, et donc changer entièrement de position et de refaire une sorte d'alliance industrielle avec les Chinois. C'est tout à fait un scénario possible. Je ne dis pas qu'il est probable, mais je dis qu'il est possible, avec évidemment comme variable d'ajustement l'Europe qui se fera toujours avoir dans les deals directs entre Washington et Pékin. Alors voilà, ça c'est pour répondre, Monsieur le Premier ministre, à votre question sur le conflit sino-américain. Il y a évidemment beaucoup d'autres forces qui fracturent le monde aujourd'hui, mais votre question ne portait pas sur elle, donc je me contente de répondre sur le conflit sino-américain. Ce que je vous propose, monsieur, c'est de revenir sur ces autres forces et puis sur votre diagnostic quant à l'Europe qui se fera donc toujours avoir dans ce conflit. Nous allons revenir sur ces questions, mais on va peut-être maintenant écouter Vladimir Yakounine, que je remercie donc lui aussi vraiment de sa disponibilité ce matin, et lui demander quelle est la vision aujourd'hui russe d'abord, mais plus largement, en effet, le continent euro-asiatique pourra donner ce sentiment que connaît bien Vladimir Yakounine dans cette vision d'un monde fracturé. Et je voudrais entendre Vladimir Yakounine sur cette position russe dans cette tension entre la Chine et les États-Unis, puisqu'au fond, je dirais presque tout comme l'Europe, la Russie est aux premières loges dans cette tension, à la fois par son passé, mais aussi par ses propres intérêts. Monsieur Yakounine, you have the floor. Thanks so much. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je suis ravi de vous voir, ainsi que Monsieur Renaud Girard, dans le cadre de ce forum. Et j'imagine que ce montage est dû au coronavirus et à la pandémie. Alors, vous savez, par nature, je dois faire face à une certaine dichotomie. Alors, je vous remercie
tout d'abord de m'avoir invité en tant que président du conseil d'administration de l'Institut de recherche Dialogue des civilisations, parce que je connais bien la notion de développement international. Par ailleurs, vous avez raison, je suis russe, mais finalement, personne n'est parfait. Donc ça, c'est mon deuxième aspect, le deuxième volet de ma nature. Mais même si je suis russe, je connais bien les questions internationales. Alors, de nos jours, il semblerait que tout soit devenu politique. Vous prenez par exemple la production du fromage dans votre pays en France, eh bien, ça peut devenir une question géopolitique parce que certains pays pourraient être amenés à sanctionner les producteurs pour une raison quelconque. Ou alors, si vous écoutez l'introduction d'activités de certaines compagnies en Chine, eh bien, d'une part, vous avez des sociétés qui essayent d'encourager les échanges entre l'Europe et la Chine, mais par ailleurs, il y a une notion, à savoir que de l'avis du G5, par exemple, il devrait y avoir des restrictions très strictes. Deuxièmement, j'aimerais vous rappeler ce que Mark-Noël Weinstein disait en 2007 au forum de Davos. Il nous a dit à l'époque que le monde était devenu réellement multilatéral dans la mesure où les pouvoirs géopolitiques des pays qui étaient faibles auparavant ont beaucoup gagné en force. Donc, d'un seul coup, on vit dans un monde multilatéral. Je ne dis pas multipolaire parce que lorsqu'on parle de polarisation, on pense à l'action. Mais Wallenstein en 2007 et d'autres experts ont décrit une autre notion, la notion du dialogue des civilisations. Et maintenant, pratiquement 13 ans plus tard, cette notion de multilatéralisme ne fait pas l'unanimité ou n'est pas toujours bien comprise. En 2017, je me souviens par exemple que nous préparions notre forum et le titre de ce forum était à l'époque « Multilatéralisme dans le monde ». Et immédiatement, certains journalistes ont traduit multilatéralisme par anti-américanisme. Or, ça n'est pas correct. Ce n'est pas ce que nous entendons. Pensez aux relations entre l'Amérique, l'Europe, la Chine, la Russie. Un Premier ministre a mentionné récemment que les gens avaient des connaissances rudimentaires de la Chine. Mais je sais que certains cercles politiques ont des connaissances rudimentaires du point de vue géopolitique dans le monde, qu'il s'agisse de la carte ou des relations et des processus qui gèrent le monde. Et même pendant la guerre froide, il y a eu des problèmes qui se sont posés, une perte de confiance, et pour restaurer cette confiance, eh bien, c'est beaucoup plus délicat. Ici, dans le cadre de ce panel, on a choisi le titre « Exister dans un monde fracturé ». Alors, l'anglais n'est pas ma langue maternelle, le français non plus, mais je me demande si vraiment on doit parler d'un monde très fracturé. Et il est
d'ailleurs essentiel de féliciter votre fondation, Monsieur le Premier ministre, pour essayer de mieux faire comprendre les politiques chinoises, les rapports entre la Chine, l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Certains experts prétendent que la Russie aimerait tirer son épingle du jeu suite à la confrontation entre l'Amérique et la Chine. Certains disent que la Russie n'est pas un pays d'Europe. Et je crois que ces deux affirmations sont totalement incorrectes personnellement, parce que c'est le président de la République française, M. de Gaulle, qui a dit que l'Europe allait de l'Atlantique à l'Oural. Et ensuite, il y a l'Atlantique jusqu'au Pacifique. Et donc, il ne faut pas se tromper. Nous vivons en partie sur le continent asiatique, mais nous sommes aussi en Europe. Nous avons bien sûr d'excellents rapports de collaboration avec l'Asie parce que la Russie s'étend de l'Europe jusqu'à une partie de l'Asie. Mais par mentalité, culture et autres, nous sommes Européens avant tout. Un micro est ouvert, malheureusement, qui produit des interférences. Il faut bien comprendre que les rapports entre la Russie et la Chine remontent à longtemps. Même si c'est une époque historique relativement récente, en particulier celle qui a commencé en 2007. Lorsque j'étais président de l'Union internationale des chemins de fer, nous n'avions même pas de traité sur le renvoi, le retour des conteneurs par voie ferroviaire avec la Chine. Nous avions de très mauvais rapports, de très mauvaises relations dans certains domaines, dans certains secteurs. Mais grâce aux efforts déployés par les deux administrations, les rapports entre nos deux pays sont devenus stratégiques. Je ne parle pas d'alliance ou d'alliance contre quelqu'un, mais ce sont des rapports stratégiques. Et ceci nous a permis d'arriver à un bon équilibre dans la situation mondiale volatile telle qu'elle existe à l'heure actuelle. Par ailleurs, la question a été posée, mais je ne crois pas que la Russie essaye de jouer la carte chinoise dans ses rapports avec les États-Unis d'Amérique. Non. Je ne crois pas que l'on puisse affirmer cela, ce n'est pas correct. Je préférais vous parler d'autres exemples de collaboration entre l'ancienne URSS, l'Europe et les États-Unis d'Amérique. À l'époque, les scientifiques disaient que l'URSS était tournée davantage vers l'ouest que vers l'est. Et ensuite, les sanctions se sont imposées et ce sont ces sanctions qui ont amené les décideurs russes à remettre à plat leur rapport avec la Chine et avec les États-Unis. Je ne dirais pas que ça n'a pas d'influence sur les rapports entre la Russie et le reste du monde, mais il est vrai également que la Russie a toujours essayé de jouer la carte européenne dans sa politique. Et cela aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. En ce qui concerne maintenant le développement éventuel
des rapports entre les différents grands acteurs de la politique actuelle. Certains de mes amis américains, très expérimentés, qu'il s'agisse d'hommes politiques ou d'experts dans d'autres domaines, donc certains de nos amis américains disent que la Chine veut remettre en cause la domination des États-Unis, ce que je pourrais comprendre d'un point de vue géopolitique, mais ils disent que ça se fait du point de vue économique. Et ses amis américains disent que certaines alliances devraient être nouées entre les États-Unis, la Russie et le Japon. Pour essayer de confiner la Chine. Eh bien, je ne crois pas que ça soit possible du point de vue de la Russie. Ça n'entre pas dans notre cadrage politique international. Il faut comprendre la mentalité des hommes politiques russes. Parce que, bien sûr, la diplomatie implique toujours la possibilité de compromis, mais pas le commerce, pas les échanges. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse échanger la politique russe actuelle contre une baisse des tensions avec la Chine. Je crois que l'on arrivera plutôt à établir un équilibre dans les rapports entre les États-Unis et la Chine si on n'oblige pas les pays à prendre parti pour les uns ou pour les autres. Parce que sinon, on va se retrouver exactement dans la situation de la guerre froide que tout le monde semble essayer d'éviter. Donc, il faudra que l'Europe fasse pression, là aussi, en ce sens. Parce que dans le cas du Nord Stream 2, par exemple, lorsqu'on parle des avantages économiques, nos collègues américains n'hésitent pas à essayer de sanctionner ceux qui n'appliquent pas leur politique. Et cette politique est influencée par les intérêts des majors américaines. Par conséquent, je crois que c'est dans l'intérêt de l'Europe de s'élever contre cela. Je ne vous parle pas seulement de realpolitik. Je suis professeur à l'Université d'État de Moscou. Et vous savez que je suis présidente de l'Institut de recherche Dialogue des civilisations. Donc, loin de moi la pensée d'exercer des pressions politiques. Mais je vois ce qui se passe entre l'Europe et la Russie. Et je suppose que tout le monde a intérêt à calmer le jeu. Et l'un des éléments principaux de ces tensions à l'heure actuelle, c'est précisément les frictions entre les États-Unis et la Chine à l'heure actuelle. Ça, c'est vrai. En ce qui concerne maintenant les aspects militaires de ces tensions, j'aimerais simplement rappeler une chose. Les dépenses militaires par la Russie, si l'on en croit le rapport de l'Institut suisse, sont numéro 4 dans le monde. Par rapport aux dépenses militaires américaines, la Russie dépense 10 fois moins que les États-Unis en armement militaire. Ce qu'elle dépense est de l'ordre de ce que dépense l'Arabie saoudite, par exemple.
67,5,1, alors que l'Arabie a pour budget 61,9. Donc on voit clairement ici que quelqu'un essaye de manipuler la société, et il nous faut rester objectifs, s'en tenir aux données, aux chiffres. Et je crois qu'on devrait encourager l'idée de dialogue, ce que nous essayons de faire dans notre institut de recherche. Puisque ce projet est en cours depuis 19 ans maintenant. Il faut bien comprendre les traditions, les cultures, les habitudes et mœurs des autres pays dans le dialogue des civilisations. Ça, c'est important. C'est un aspect sur lequel j'aimerais insister. Il est impossible pour qui que ce soit, qu'il s'agisse des États-Unis, de la Chine ou autre, mais la Chine ne va pas s'embarquer dans cette voie. Il est impossible, disais-je, de juger les autres pays en utilisant vos propres traditions, votre propre culture, vos propres intérêts. Nous vivons dans un monde interconnecté et personnellement, je pense que la situation va s'aggraver dans les 6 mois qui viennent. Qu'il y ait un changement d'administration ou pas aux États-Unis, ceci ne permettra pas de calmer les tensions actuelles, de désamorcer la crise. Donc ce sera à chaque participant sur la scène internationale de prendre ses responsabilités pour calmer le jeu. Et de ce point de vue, j'aimerais dire une fois de plus que les rapports entre la Russie et les États-Unis ou la Russie et la Chine ne peuvent pas être échangés contre quoi que ce soit. Il faut au contraire rechercher une plus grande stabilité. Et essayer de calmer le jeu. Le dialogue ne doit pas se faire en faveur d'un pays quel qu'il soit. Et nous sommes en faveur de la paix, de la stabilité, et nous préconisons le respect de tous les acteurs, quelle que soit la taille du pays ou de sa civilisation. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci du contenu de votre intervention et avec des points qui sont très importants et très stratégiques. Vous signalez avec force que les sanctions contre la Russie ont conduit à ce rapprochement entre la Russie et la Chine, qui fait partie de cette donne internationale que nous discutons. Je voudrais demander à Renaud Girard si deux choses en priorité. D'abord, est-ce qu'un dialogue entre la Russie et l'Europe pourrait se développer aujourd'hui dans cette crise? On voit bien qu'il y aurait peut-être intérêt à ce que ce dialogue puisse exister, même s'il ne semble pas que les conditions actuelles soient vraiment réunies, et bien que le président de la République française ait parlé d'une nouvelle architecture de confiance à construire entre la Russie et la France. Comment l'Europe et la Russie pourraient-elles ensemble participer à cet équilibre du monde? Et puis, deuxième question pour vous, cher Renaud, ce serait de voir un peu votre analyse de l'évolution du multilatéralisme. Le multilatéralisme est mal portant, on le voit bien fragile. On voit que dans cette crise sino-américaine, il est aussi quelque peu secoué. L'unilatéralisme de Donald Trump est affirmé et assez partisan dans le monde. Et puis le multilatéralisme
à la chinoise pose aussi un certain nombre de problèmes. Et on a vu que les routes de la soie inquiétaient souvent un certain nombre de pays, les initiatives internationales de la Chine faisant quelquefois peur aux uns ou aux autres. Donc comment peut évoluer cette gouvernance mondiale dont on sent qu'elle se détériore? Un, l'Europe et la Chine. Deux, l'évolution du multilatéralisme, si vous le voulez bien, mais je sais que de toute façon, vous nous direz ce que vous souhaitez nous dire. Vous avez dit l'Europe et la Chine. Vous voulez dire l'Europe et la Russie, monsieur le Premier ministre? Excusez-moi, la Russie, oui. Je vois que vous, au-delà de mes propos, vous comprenez ma pensée. D'accord. Et donc, l'Europe à la Russie. Écoutez, dans mes chroniques du mardi dans le Figaro, j'ai toujours appelé à ramener la Russie dans la famille européenne, à laquelle elle appartient naturellement, parce que la Russie est un pays culturellement européen. Comme vous, j'ai reçu une éducation européenne, et donc quand j'allais au théâtre, quand on pouvait encore aller au théâtre, eh bien j'allais voir principalement des pièces russes, de Tchekhov par exemple, ou bien dans ma formation littéraire, j'ai évidemment lu avec plaisir les grandes œuvres russes, Dostoïevski, Gogol, Tourgueniev, Tolstoï, et puis au XXe siècle, évidemment, le très important Solzhenitsyn. Et donc, ça fait vraiment la Russie, n'est-ce pas, est dans l'espace européen, et sa culture et sa musique aussi, évidemment, Prokofiev, Shostakovich, etc. Ses peintres, son école de violon, etc. La Russie fait partie intégrante de notre culture européenne, c'est un fait. Par ailleurs, je considère que nous faisons, et je l'ai écrit très souvent le mardi dans le Figaro, une erreur stratégique cardinale, à pousser les Russes dans les bras des Chinois. Alors, évidemment, les Russes ne sont pas, M. Poutine n'est pas blanc-bleu. Je considère que sur le Donbass, en s'ingérant dans les affaires du Donbass, il a commis une erreur stratégique qui ne lui a rien rapporté. Il n'a d'ailleurs aucune intention, il a dit, d'annexer cette région, il n'y a plus que des ruines industrielles dedans. Je ne vois pas pourquoi la Russie, quel intérêt il a eu à s'ingérer dans les affaires du Donbass à partir de l'été 2014. En revanche, la Crimée est une affaire différente, puisque on peut comprendre que Vladimir Poutine ne pouvait pas prendre le risque, en février 2014, de voir le port de Sébastopol devenir un port de l'OTAN. Les Russes ont versé beaucoup de sang, y compris contre les Anglais et les Français au XIXe siècle, pour défendre le port de Sébastopol et leur accès à la mer Noire. Et donc, il était impossible que Poutine accepte que l'Ukraine adhère à l'OTAN et fasse de Sébastopol un port de l'OTAN. Je pense que les Français et les Allemands ont eu raison en 2008, au sommet de l'OTAN de Bucarest, de mettre leur veto à l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN, mais ils n'ont pas été assez carrés, les Français et les Allemands, à ce moment-là. Ils auraient dû dire, parce qu'ils ont dit, peut-être qu'un jour, l'Ukraine pourra venir dans l'OTAN. Non, l'Ukraine n'a pas vocation à entrer dans l'OTAN. Il y a des promesses qui ont été faites aux Russes lorsque Gorbatchev a accepté de retirer volontairement ses troupes d'Allemagne de l'Est.
Et donc, cette extension, n'est-ce pas, toujours plus à l'est de l'OTAN, est folle et elle inquiète évidemment les Russes. Alors, on peut dire qu'ils sont paranoïaques, mais enfin, on peut dire aussi qu'ils ont, dans leur histoire, été envahis plusieurs fois par les Polonais au XVIIe siècle, ensuite par les Suédois, ensuite par les Français au XIXe siècle, ensuite les Allemands au XXe siècle. Et donc, on peut considérer qu'ils souhaitent une sorte de neutralité des marches de la Russie, que sont la Biélorussie ou l'Ukraine. Et la diplomatie européenne a commis une grave faute, puisqu'elle avait négocié le 21 février 2014 un accord à Kiev, vous vous souvenez. Il y avait M. Steinmeier, M. Fabius, M. Sirkowski, donc il y avait la Pologne, la France, l'Allemagne qui avaient réussi à faire signer un accord politique intra-ukrainien entre les trois principaux leaders de l'opposition et le président pro-russe Yanukovych. Et ensuite, après avoir obtenu cet accord, les parrains français, allemands et polonais se sont retirés et n'ont pas babysité cet accord. Il a été très vite dénoncé par les trois leaders de l'opposition, sans doute sous pression américaine, et ça a conduit donc à l'action, le coup de force, il faut appeler les choses par leur nom, quelques jours plus tard, de Poutine en Crimée, et avec ensuite un référendum assez facilement gagné en faveur de la Russie, puisque la population de Crimée, et c'est un fait historique très pro-russe, et donc le rattachement de la Crimée à la Russie, mais qui pose quand même un problème, puisqu'elle viole les traités internationaux. Il faut rappeler, par exemple, qu'à Budapest, en 1994, c'est ce qu'on appelle le mémorandum de Budapest, en décembre 1994, le président de Russie avait accordé la garantie territoriale à l'Ukraine en échange du renoncement de l'Ukraine à ses armes nucléaires. Ce mémorandum de Budapest avait été signé en même temps par le président des États-Unis et le Premier ministre de Grande-Bretagne, et la France et la Chine s'étaient ensuite ralliés à ce mémorandum. Mais une fois qu'on a dit tout cela, notre intérêt à nous, Français, et je parle comme Français, c'est de ramener la Russie dans l'espace européen. Et d'ailleurs, le général de Gaulle l'avait déjà dit, il avait déjà bien compris les choses. À chaque fois que nous avons été alliés, nous Russes et Français, ça nous a amené de bonnes choses. C'était enrichissant pour les deux nations, alors que quand nous sommes en opposition, quand nous sommes ennemis ou que nous sommes en opposition, c'est mauvais à la fois pour la France et pour la Russie, et je le crois volontiers. Et nous avons effectivement adopté des sanctions commerciales à la demande des Américains, mais qui, parce que les Américains, ça ne les touche pas, puisqu'ils ont très peu de commerce avec la Russie, mais ça touche beaucoup nos exportations agricoles, et de croire qu'on va faire changer la stratégie internationale de la Russie avec des sanctions agricoles, c'est-à-dire de croire qu'on va changer la stratégie d'un pays qui a résisté pendant 1000 jours au siège de Leningrad par l'armée allemande, avec des sanctions commerciales, c'est un petit peu naïf. La politique des sanctions n'a absolument pas démontré son efficacité. Je pense qu'il ne faut pas du tout être naïf à l'égard du pouvoir russe, pas du tout. C'est un pouvoir autocratique. Ce n'est pas un pouvoir totalitaire comme l'est le pouvoir chinois, mais c'est un pouvoir autocratique. Les Russes n'ont absolument pas à se glorifier de ce qui vient d'arriver à Navalny, qui est honteux, il faut dire les choses. Un principal représentant de l'opposition a été empoisonné, c'est quelque chose de honteux, ce n'est pas du tout à la gloire de Vladimir Poutine, mais la tendance générale, c'est qu'il faut ramener la Russie dans l'espace européen parce qu'il y appartient culturellement
Et moi, j'étais très frappé par le fait que lorsque notre ministre des Affaires étrangères de l'époque, Hubert Védrine, a fait une visite en février 2000 en Russie, donc en fait, n'est-ce pas, Poutine était aux affaires depuis 2 mois seulement, Vladimir Poutine a dit à mon ami Hubert Védrine, aidez-moi à importer le droit européen en Russie. C'est quand même une phrase très importante. Et pour des raisons de responsabilité européenne, américaine, mais également russe, nous n'avons pas réussi, n'est-ce pas, à vraiment ancrer la Russie dans l'espace européen. Mais la diplomatie européenne a fait une grave faute à ne pas avoir fait appliquer l'accord brillant qu'elle avait obtenu le 21 février 2014. Mais quand vous avez un accord diplomatique, c'est déjà une chose très belle, extraordinaire de le faire signer, de l'obtenir, mais après, il faut rester sur place pour le faire appliquer. Et ça, les Français et les Allemands et les Polonais ne l'ont pas compris. Et c'est une grave faute qui sera enseignée dans notre histoire diplomatique. Donc voilà ce qui est pour la Russie, et je suis très en faveur du travail du président Macron pour construire une architecture, comme vous l'avez dit, de dialogue avec la Russie, et sûrement pas écouter les avis du département d'État américain qui a une politique, je dirais, quasi incompréhensible à l'égard de la Russie, mais il ne faut pas être naïf. Et puis, il faut évidemment défendre nos valeurs, qui sont des valeurs d'état de droit. En fait, Poutine a réussi les populaires en Russie parce qu'il a réussi à ramener la loi et l'ordre, y compris l'ordre économique, en Russie, à préserver les pensions, à préserver un minimum pour la population. Et donc, ce n'est plus le chaos en Russie. Donc, les gens lui ont été très reconnaissants. Mais il a du mal à passer la deuxième phase. Il aurait dû passer à cette deuxième phase il y a déjà longtemps, qui est l'institution d'un état de droit en Russie, car il n'y a pas de développement possible dans le monde sans état de droit. Et je pense que si Poutine ne se précipite pas aujourd'hui pour instituer en Russie un état de droit, eh bien, son passage comme tsar de la Russie, les leçons seront pour le moins mitigées. Il ne restera pas un aussi grand tsar que l'a été Pierre Ier ou Catherine II. Mais c'est à voir. Mais, voilà. Et l'affaire Navalny, évidemment, est un mauvais signe. Alors maintenant, passons aux tensions sur ce qui fracture le monde et ce qui aussi qui pose problème au multilatéralisme. Alors les fractions, les forces à l'œuvre qui fracturent le monde, eh bien, on assiste, il faut le reconnaître, à un retour en force depuis 20 ans à peu près de la religion et des idéologies. Alors, la religion, nous avons un problème avec l'islam, puisque l'islamisme, c'est-à-dire un islam non tolérant des autres religions, non tolérant de la liberté de conscience, l'islamisme gagne beaucoup de terrain un peu partout. Dans le Sahel, c'est absolument flagrant. C'est une force de fracturation, puisque c'est une force qui ne reconnaît pas, en fait, les principes adoptés après la Deuxième Guerre mondiale, les principes qui sont dans la charte de l'ONU et qui sont dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisque les islamistes
on l'a vu avec Al-Qaïda et l'État islamique en Mésopotamie, ne reconnaissent pas les frontières, alors qu'évidemment l'architecture de l'ONU accorde beaucoup d'importance au respect des frontières, et que l'islamisme, qui se développe donc autant au Moyen-Orient qu'en Afrique, ne respecte pas la Déclaration universelle des droits de l'homme parce qu'elle ne respecte pas l'égalité entre l'homme et la femme, et surtout, elle ne respecte pas la liberté de conscience. C'est-à-dire que un musulman n'a pas le droit, s'il le souhaite, de devenir athée ou de devenir chrétien. Il est accusé d'apostasie et les islamistes considèrent qu'il doit être décapité. Donc, c'est un problème. Et nous avons eu aussi, dans ces forces qui fracturent le monde, une sorte de retour du nationalisme. Et nous avons un bon exemple d'alliance dangereuse entre le nationalisme et l'islamisme. C'est la politique très aventureuse et très dangereuse de Recep Tayyip Erdogan, le président frère musulman de la Turquie. On voit aujourd'hui qu'il a une politique extrêmement agressive en Méditerranée orientale, où il empiète carrément sur l'espace maritime d'autres pays, la Grèce, Chypre, etc., où il a une politique extrêmement agressive, où il essaie de s'emparer de la Tripolitaine pour des fins propres, et où il ne respecte pas les embargos de l'ONU, où la France a essayé de montrer une certaine fermeté. Je dis une certaine fermeté parce que quand elle a reçu des coups de semonce électroniques d'une frégate turque, alors que la France faisait simplement son travail, dans le cadre de l'OTAN d'ailleurs, de vouloir contrôler un bâtiment de fret qui en fait apportait des chars et des missiles turcs en Tripolitaine, menacée par une frégate turque, la frégate française a renoncé à poursuivre son examen de la cargaison turque. Donc en fait, la France s'est couchée. Moi, personnellement, si j'avais été président de la République ou chef d'état-major de la marine, j'aurais dit, ben voilà, les Turcs ont envoyé des coups de semonce. C'est pas aujourd'hui dans la marine, ce sont des mesures électroniques, hein, de ce qu'on appelait loquer des radars de tir, mais je n'aurais pas cédé personnellement. Je pense qu'il ne faut jamais céder, et je pense que plus on cède à Erdogan, plus il voudra avancer. Et là, la France est un petit peu seule, si vous voulez. On ne voit pas l'Allemagne à ses côtés, parce qu'en fait, l'Allemagne a ses propres intérêts, sa propre communauté turque en Allemagne, ses propres relations historiques avec la Turquie, ses propres relations commerciales avec la Turquie. Et on voit là, c'est une nouvelle preuve, parce que vous m'avez parlé de l'Europe politique, que l'Europe politique n'existe pas vraiment. On a vu la Turquie se comporter de manière incroyablement brutale à l'égard de la Grèce. Je pense aussi à son chantage aux migrants qui a eu lieu en février 2020, vous en souvenez tous, et l'Europe a un peu laissé tomber la Grèce. Alors on peut comprendre qu'il n'y ait pas d'Europe politique, on peut comprendre que finalement les Suédois ou les Finlandais, ils en ont un peu rien à faire de ce qui se passe en Méditerranée orientale ou ce qui se passe en Libye. Donc c'est une leçon à retenir. L'Europe politique, on le savait, n'existe pas. L'Europe de la défense non plus. Il faudrait évidemment une industrie européenne de la défense. Enfin, vous voyez que, par exemple, quand les Polonais doivent acheter un avion,
malgré toutes les aides qu'ils ont reçues des pays européens, y compris de la France, pour leur agriculture et autres, ils achètent un avion américain. Et donc, il n'y a pas d'Europe de la défense. De toute façon, il y a en Europe que 2 puissances qui sont prêtes à se battre et qui ont une vraie armée. Une vraie armée, ça veut dire qu'il y a des soldats qui sont prêts à se faire tuer et à tuer. C'est l'armée anglaise et l'armée française. Heureusement, la France et l'Angleterre sont unies par des accords de défense de Lancaster House qui fonctionnent et qui, j'espère, dureront longtemps. Cette alliance militaire avec l'Angleterre est très importante pour nous, très ancienne, et il faut qu'elle continue. Alors, l'idéologie, donc les religions qui fracturent, surtout l'islam, qui fracture donc le monde, puisque l'islamisme ne reconnaît pas les avancées de 1945, de la Charte de l'ONU et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, les idéologies, il y a des idéologies qui fracturent le monde aussi. Il y en a, il y a par exemple le communisme chinois. Le communisme chinois récuse d'abord, évidemment, le principe démocratique. Le régime devient de plus en plus personnel et totalitaire en Chine. Donc, en fait, il y a une inversion de tendance dans la Chine. La Chine, à partir de l'élimination de la bande des 4, a été vers de plus en plus de liberté, n'est-ce pas, jusqu'à peu près 2010, 2012. Et ensuite, vous avez Xi Jinping avec un retour du pouvoir personnel et avec un contrôle totalitaire de la population. Ne vous avisez pas de faire un message WhatsApp ou WeChat anti-gouvernemental en Chine, alors que si, par exemple, vous écrivez un mail anti-gouvernemental en Russie, il ne vous arrivera rien, vous ne serez même pas contrôlé. Si vous voulez, ce n'est pas du tout la même chose. La Russie est un pays autocratique, mais n'est pas un pays totalitaire. Il y a même une certaine liberté de la presse en Russie. Alors évidemment que vous n'avez pas la moindre liberté de la presse en Chine. Alors, ce qui est un peu dangereux chez nos amis chinois, j'ai dit, je le répète, que je ne pense pas que ce soit une puissance agressive. Ce ne sont pas des gens qui aiment faire la guerre, qui aiment faire conquérir par la guerre. Ils aiment le commerce. Mais en revanche, il y a quand même 2 choses qui sont préoccupantes dans la stratégie du communisme chinois. C'est donc la position de Hong Kong. Ils ne respectent pas les promesses qu'ils avaient faites. C'est la mer de Chine méridionale, mais j'en ai parlé. Et puis, j'ai été assez frappé qu'aujourd'hui, nous avons un monde, si vous voulez, qui est paralysé par cette pandémie de Covid-19. Et l'Australie, de manière assez normale, avait demandé qu'une enquête internationale, avec des chercheurs de partout, avec des Chinois, etc., contrôlés, organisés par l'Organisation mondiale de la santé, se rendent à Wuhan pour exactement savoir, comprendre exactement ce qui s'est passé. J'ai été extrêmement surpris, désagréablement surpris par le fait que les Chinois n'aient pas accepté le principe de cette enquête internationale. Alors, vous avez aussi une autre force qui fracture le monde aujourd'hui, je crois, c'est la prétention américaine à l'exceptionnalisme. C'est-à-dire que vous avez quand même l'élite américaine, l'élite politique américaine, a un peu tendance à penser qu'elle est le pays, les États-Unis sont le pays élu de Dieu. Ils sont plus vertueux que les autres et donc ils ont pour mission de faire le bien dans le monde, quoi qu'en disent les autres nations. Par exemple, lorsque vous avez eu l'invasion de l'Irak en 2003, qui a été validée, il faut le rappeler quand même aujourd'hui, pas seulement les républicains, mais toute l'élite démocrate. Obama était sans doute le seul homme politique qui n'a pas validé l'invasion, catastrophique invasion militaire de l'Irak en mars 2003. Parce que les Américains, ils pensaient qu'ils savaient
mieux que toutes les autres nations. Ils avaient été avertis par les Français solennellement, mais ils savaient mieux que toutes les autres nations ce qu'il fallait faire en Mésopotamie. Ils pensaient qu'ils savaient comment stabiliser et démocratiser, comme ils l'ont dit à l'époque, la mission sacrée de démocratisation du Moyen-Orient. En fait, ils ont introduit un chaos exceptionnel au Moyen-Orient. Ils se sont retirés et ils vont continuer à se retirer. Et évidemment, c'est ces pauvres voisins, ces pauvres Européens qui vont en payer les conséquences. Donc, je pense que cet exceptionnalisme américain, cette faculté américaine de faire en fait, de même pas en fait tenir leurs promesses, si vous voulez, avec beaucoup de générosité. Les Américains avaient créé en 1945 toutes les institutions internationales, donc on a parlé de l'ONU, mais aussi le GATT, mais aussi le FMI, mais aussi la Banque mondiale, et un système monétaire de change fixe qui a d'ailleurs très bien marché dans les années, fin des années 40, 50, 60. Et unilatéralement, le 15 août 71, les Américains ont renoncé, donc c'était la convertibilité du dollar en or, à ce système qui était une sorte de système d'étalon or, sans d'ailleurs demander leur avis à leurs alliés européens. Donc ils ont en fait saboté ce qu'ils avaient eux-mêmes construit. Et c'est pour ça qu'on est passé, après les accords de la Jamaïque en 1976, à des taux de change flottants. Les Français et les Allemands n'ont pas accepté ça. Et donc, vous avez eu Giscard et Schmitt qui ont construit le serpent européen qui a ensuite abouti à l'euro pour avoir des changes fixes, au moins dans la zone européenne. Ils ont aussi, donc je l'ai dit, sabordé le principe, le bon fonctionnement du Conseil de sécurité, puisqu'ils n'ont pas soumis leur invasion de l'Irak au Conseil de sécurité en 2003. Il y avait déjà eu aussi l'attaque de l'OTAN contre la Yougoslavie en 1999 sur la question du Kosovo. Et là, c'était une décision contraire au droit international, contraire à la charte de l'OTAN d'ailleurs, puisque la charte de l'OTAN est uniquement défensive et la Yougoslavie n'avait attaqué personne, aucun membre de l'OTAN, et contraire évidemment à la charte des Nations Unies, puisqu'on n'a pas soumis à autorisation du Conseil de sécurité le bombardement de la Serbie. Ensuite, l'OTAN est allé occuper le Kosovo, et il y a une dizaine d'années, il a laissé sans bouger 150 églises orthodoxes brûlées, et il y avait en 1999 40 000 Serbes qui vivaient à Pristina. Il n'y en a plus un seul aujourd'hui, donc ce n'est pas effectivement un très grand succès. Donc ça, c'est une force qui fracture le monde. Je dirais la prétention américaine à l'exceptionnalisme, pas jouer le jeu, en fait. Une autre un grave comportement, je pense, américain est de s'être retiré brutalement de quelque chose qu'ils avaient négocié, qui était l'accord nucléaire avec l'Iran du 14 juillet 2015, qui était un brillant accord diplomatique sur lequel les Européens et les Américains avaient travaillé au moins une dizaine d'années, et qui ramenait l'Iran, et je pense qu'il faut que la Perse fasse partie de l'arène internationale. L'Iran est un grand peuple, il doit revenir dans l'arène internationale, et cet accord est un très bon accord. L'AIEA, c'est-à-dire l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui devait le contrôler, a fait plus de 4 missions sur place. Ça dit que les Iraniens avaient entièrement respecté leurs promesses et accompli leurs obligations.
Et malgré ça, pour des raisons de politique intérieure, je ne vais pas rentrer là-dedans, Trump a dénoncé cet accord et on ne peut pas, si vous voulez, se comporter de cette manière, alors que cet accord était quand même, avait été inscrit dans le marbre à l'initiative du président Obama dans une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc je pense que la prétention américaine à être une nation exceptionnelle qui doit dire le droit urbi et orbi sans consulter qui que ce soit est une force disruptive, une force qui fracture le monde. Et la dernière oui, force qui... Rapprochez-vous de votre conclusion, s'il vous plaît, parce que je suis coincé par des horaires. Merci. Alors, ma conclusion est que je pense qu'il y a la dernière force qui fracture le monde, c'est ce que j'appellerais le libéralo-égoïsme, c'est-à-dire avoir une société libérale et libre-échangiste où les fortunes veulent échapper à tout prix à l'impôt, où les grandes fortunes, les grandes multinationales ne jouent pas le jeu des États puisqu'elles veulent fuir l'impôt, avec des pays, hélas, en Europe, en Union européenne, qu'on laisse faire, comme l'Irlande, la Hollande, le Luxembourg, il faut dire les choses, qui se comportent comme des paradis fiscaux. C'est évidemment quelque chose d'inacceptable. Et tant qu'il n'y aura pas d'harmonie budgétaire, surtout d'harmonie fiscale en Europe, l'Europe ne pourra évidemment pas plus progresser sur le plan économique. Et ça, c'est votre réponse donc sur le multilatéralisme. Le multilatéralisme donc, est en panne en Europe en raison d'égoïsmes nationaux, et j'ai parlé donc de cette politique fiscale de la Hollande et de l'Irlande, etc. Et le multilatéralisme est en échec aussi dans le monde, puisqu'on voit que les deux premières puissances, qui sont les États-Unis et la Chine, ne jouent plus honnêtement le jeu du multilatéralisme. Alors, évidemment, tout le monde souhaite que le multilatéralisme, qui était un très grand progrès apporté par les États-Unis en 1945, l'ONU est un très grand progrès dans les relations internationales. Nous espérons tous que le multilatéralisme va redevenir la manière de gérer la géopolitique sur notre planète, mais il faut être réaliste. Il faut, comme le disait le général de Gaulle, prendre les réalités telles qu'elles sont. Et les réalités telles qu'elles sont, c'est que le multilatéralisme est très mal en point. J'espère, Monsieur le Premier ministre, que l'année prochaine, à votre forum, on pourra dire qu'il a fait des progrès, mais force est de constater qu'au cours de l'année écoulée, le multilatéralisme a beaucoup régressé. Merci. Merci beaucoup, René Girard, de ce scanner des fractures du monde. Nous avons là un texte, un document avec votre intervention complet, avec de nombreuses références culturelles puissantes et puis un diagramme complet de ces fractures avec quelques erreurs stratégiques cardinales ici ou là notées qui sont très importantes. Merci beaucoup de cette intervention très, je dirais, enveloppante pour ces questions de fracture. Je voudrais demander à Vladimir Iaconine, dans ce contexte-là, quelle est sa vision, lui, peut-être même ses propositions en ce qui concerne les perspectives du multilatéralisme. On a bien compris qu'au fond, les sanctions qui sont le contraire finalement du dialogue, ce dialogue des civilisations pour lequel vous travaillez tant, cher Vladimir, comment voyez-vous qu'il puisse se traduire en ce qui concerne
l'évolution du multilatéralisme? Est-ce que vous croyez à une réforme de l'ONU? Est-ce que vous faites ce constat que le Conseil de sécurité est quelque peu aujourd'hui paralysé? Est-ce qu'il faut revenir sur le droit de veto? Comment est-ce qu'on pourrait essayer de progresser dans cette gouvernance mondiale qui, comme le disait à l'instant Renaud Girard, nous semble mal parti, mal en point et qui impose un certain nombre d'efforts. Le président de la République française mène une réflexion sur ce sujet avec le Peace Forum qui a lieu tous les ans pour le 11 novembre. Est-ce qu'il y a en Russie une réflexion et dans votre fondation, dans votre organisation, institut de recherche qui a une vision plus globale que la seule vision russe, est-ce qu'il y a une approche des propositions pour une gouvernance mondiale quelque peu rénovée? Vladimir, c'est à vous. Merci beaucoup. Micro, s'il vous plaît. Thank you very much, Mr. Prime Minister. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Après ce tableau très complet que vient de nous brosser Monsieur Girard, j'ai en fait très peu de choses à ajouter. De manière générale, je dirais que je suis tout à fait d'accord avec ces prises de position, mais je me permettrai une toute petite remarque. Parce qu'à propos de Navalny et son état de santé, vous savez que je ne veux pas me tromper en présentant les données, mais d'un point de vue politique, je crois qu'il faut faire autre chose qu'empoisonner un opportuniste, quel que soit le régime. Je sais que M. Girard est tout à fait d'accord avec moi, je le vois hocher du bonnet, mais je crois que c'est un moment clé pour l'Europe pour prendre une décision diplomatique de ce point de vue-là. C'est peut-être un incident tragique, mais ça peut être aussi une provocation. Donc, quels que soient mes sentiments personnels vis-à-vis de lui, je lui souhaite un prompt rétablissement. En tant qu'être humain, je lui souhaite de se rétablir et aussi du point de vue politique, parce qu'il a un rôle important à jouer en Russie et en Europe. Ça, c'était la première chose à dire. Ensuite, en ce qui concerne l'évolution possible de la situation, il ne s'agit pas ici de prédiction, mais plutôt de suggestion. Quelles sont les hypothèses de travail en Russie? Je dirais que la période actuelle est très volatile, très complexe à ce point, à ce stade de l'histoire du monde. Monsieur Girard l'a dit très bien, nous sommes dans un monde interconnecté, nous sommes interdépendants. Et personnellement, je n'aime pas beaucoup l'expression gouvernance mondiale, parce que moi, en tant que chercheur, la question qui se pose, c'est celle de savoir quel est le gouverneur mondial quand on parle de gouvernance mondiale. Or, il n'y a personne. En ce qui concerne les Nations Unies, toute l'histoire après la Deuxième Guerre mondiale a été celle d'un nouvel ordre international qui a été établi par les pays qui ont gagné la guerre contre le nazisme. Et c'est ça, pour les personnes de mon âge, c'est quelque chose de tout à fait compréhensible. Et puis, il y a le système qui nous a quand même assuré la paix pendant 75 ans de suite.
malgré la guerre froide, malgré certains conflits ponctuels, nous avons vécu en paix essentiellement. Par conséquent, nous rejetons l'idée selon laquelle l'ONU est dépassée. Certains disent qu'elle devrait être remplacée par une autre organisation, mais personne n'en précise les contours. Donc, je crois qu'on ne peut pas tirer un trait sur l'ONU simplement parce que quelqu'un n'apprécie pas une décision prise par le Conseil de sécurité ou parce que quelqu'un n'est pas content des activités déployées par l'OMS, par exemple. Il s'agit de l'héritage de l'évolution politique après la guerre, tragique s'il en est, à laquelle nous avons survécu en tant qu'humanité. Par ailleurs, il est clair que le monde évolue. Il change. Si vous regardez la carte géopolitique, on assiste à l'apparition de nouveaux pays. 60% du PIB mondial est produit à l'heure actuelle par des pays émergents, des économies émergentes. Alors que le droit de vote qui leur revient, la quote-part dans les institutions internationales, est de moins de 5% du point de vue financier. Donc, ça n'est pas juste, ça n'est pas équitable. Par conséquent, on se trouve dans cette situation qui est encore aggravée par l'apparition de la pandémie. En Afrique, 84 millions de personnes sont en proie à la famine à l'heure actuelle. Et certains experts, récemment, ont calculé qu'en raison de la pandémie, cette proportion de la population va pratiquement doubler, passer à 248 millions. Donc, c'est extrêmement dangereux. Les pertes économiques imputables à la pandémie peuvent être supérieures à ce qui a été détruit pendant la guerre. Du point de vue du développement économique, la pandémie est en fait plus tragique que la guerre. Et ça aussi, c'est une raison dont il faudra tenir compte. Lorsqu'on réfléchira à l'avancée de la mondialisation, il est impossible de retourner au monde tel qu'on le connaissait. On vit dans un monde globalisé, cette mondialisation va se poursuivre, mais la mondialisation a été utilisée par Xi Jinping, notamment à Davos, où il s'est manifesté en faveur d'un progrès de la mondialisation, d'un développement supérieur de la mondialisation, alors que les leaders qui avaient créé cette mondialisation, qui avaient jeté les bases de la mondialisation après Bretton Woods, par exemple, se montraient moins enthousiastes. Par conséquent, avec l'aggravation de la situation, les anciens mécanismes tels que le G20, les Nations Unies, l'OMC, l'OMS, en fait, ces organisations, loin d'être négligées, devraient être développées. De nouveaux mécanismes pourraient éventuellement être créés, mis sur pied. Il y a aussi l'influence de la numérisation à tous les niveaux, dans tous les domaines de l'activité humaine. Si on laisse de côté les questions idéologiques, je dirais qu'aujourd'hui, on se trouve en but à des attaques de la part de sociétés, d'entreprises qui possèdent les algorithmes. Elles se trouvent essentiellement en Occident,
en Russie, dans d'autres pays du monde. Mais cela montre bien qu'on a besoin d'une réglementation internationale pour protéger la liberté dans ce domaine et protéger l'intimité, la protection des données personnelles des gens. Et ça, c'est une tâche énorme qui n'est pas moins importante que le développement de l'économie mondiale. Le seul institut où ce type de choses pourrait être envisagé, la seule plateforme, la seule scène possible, ce sont les Nations Unies. Je n'en vois pas d'autres. Et c'est essentiel que ces questions soient débattues dans des forums tels que le vôtre, celui auquel nous participons dans le cadre de ce colloque annuel, Monsieur le Président. Il y a d'autres enceintes, bien sûr, mais l'humanité devrait se concentrer sur les principaux éléments de sa survie et ne pas rester les bras croisés dans ce monde fracturé. Il y a eu aussi l'impact des accords d'Helsinki. Tout a été établi à l'époque. Alors peut-être que le moment est venu d'introduire quelque chose de comparable pour prendre en compte les principaux éléments de la crise contemporaine. L'écologie, l'environnement, la crise climatique, la numérisation et son influence sur la société, et bien sûr, le nouvel ordre international. Il nous faut creuser ces questions et tout est connecté. Je suis tout à fait d'accord. Il faut examiner toutes ces questions qui font partie de la situation mondiale, telle que l'a décrit tout à l'heure Renaud Girard. À mon avis, il était aussi essentiel que dans ce monde multilatéral, les civilisations, qu'elles soient petites ou grandes, doivent être traitées sur un pied d'égalité lorsqu'elles présentent leur avis sur le développement mondial. Parce que nous sommes sur une planète où tout est mondialisé. Et n'importe quel pays doit pouvoir présenter son point de vue et être écouté avec respect. Et avoir son mot à dire dans le nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, en Europe, nous traversons des événements tragiques. Monsieur Girard en a parlé. Il y a des tensions au Bélarus maintenant. Et certains essayent de damer le pion, là, à d'autres, de gagner un certain capital politique. Là encore, on nous dit qu'on devrait présenter ou envisager différents scénarios. Essayons d'échafauder des hypothèses. À mon avis, ceci ne va pas dans le sens d'une plus grande stabilité dans le monde et de la protection de la paix et du développement. Cher Premier ministre, je vois qu'il y a d'autres orateurs qui doivent intervenir tout à l'heure. Je pourrais parler des heures et des heures pour essayer de répondre à votre question, mais j'essaierai d'être poli. Je m'effacerai. Je vous remercie simplement de m'avoir donné la possibilité de présenter l'opinion de mon institut et ma propre opinion en tant que citoyen russe. Merci. Premier ministre, de nous avoir invités, de nous avoir donné ce forum. Merci à l'ambassadeur Serge de Gallet et à toute l'équipe de la Fondation d'avoir constitué ce forum. Et je salue mon ami Franck Riester, que je vois apparaître à l'écran et qui m'avait d'ailleurs fait l'honneur de m'inviter chez lui à Coulommiers
pour faire une présentation du monde comme celle que je viens de faire, mais c'était il y a quelques années et j'avais été sans doute beaucoup plus optimiste que je ne suis aujourd'hui. Mais le réalisme me force à voir comme elles sont. Et merci, Monsieur le Premier ministre. Merci. Et à Franck et Esther pour son importante mission. Merci. Je vois que Franck Riester avait déjà quelques années ce sens du discernement. Je voudrais vous remercier, vous, Renaud Girard et Vladimir Yakonin, pour, au fond, cet échange très important. Vous avez parlé de réalisme, Vladimir a parlé de respect, on pourrait aussi ajouter réciprocité, ça fait 3 R qui étaient très présents dans les 3 débats que nous avons eus, le respect des uns des autres, cette valeur du dialogue que Vladimir Yakonin porte avec son organisation, et au fond ce dialogue qu'on a vu fracturé suivant un certain nombre de process, dont les sanctions. Nous avons aussi mesuré la nécessité du réalisme et puis ce besoin de plus en plus exprimé au niveau européen, Thierry Breton le disait hier, de réciprocité. Ce que tu fais chez moi, je voudrais pouvoir le faire chez toi. Et donc, c'est des sujets sur lesquels se dégagent quand même des perspectives, même si il y a naturellement des inquiétudes qui restent permanentes. Je voudrais